Bon, chers amis, aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'avoir avec nous Jean-Jacques Charbonnier. Alors, je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent le docteur Jean-Jacques Charbonnier, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a fait avancer les choses, et Dieu sait s'il a eu des bâtons dans les roues, mais aujourd'hui, il est récompensé de sa fidélité à son engagement de démontrer toute la valeur de l'hypnose pour accéder, comme voie d'accès au monde de l'invisible. Oui, oui, tout à fait. Enfin, le Conseil de l'ordre au début m'avait gentiment invité dans une non, invitation confraternelle. Voilà, c'était le terme du premier courrier pour parler de mes activités parallèles. Bon, cette première réunion avait été très confraternelle, c'est vrai. Il m'avait gentiment dit qu'il fallait que j'arrête de faire ces ateliers. Bon, et comme j'ai pas obéi, je- j'ai continué. Donc après, c'est devenu des convocations. Et puis après, ils m'ont interdit. Ils m'ont dit, il faut arrêter de faire ces ateliers. Vous devez déposer avant, puisque c'est une thérapie alternative qui soigne le deuil et les angoisses de la mort. Donc il faudrait que vous déposiez un document, d'ailleurs un document très fouillé qui m'a demandé beaucoup de temps, hein, au comité d'éthique médicale, où vous présentez votre technique, etc., le protocole, tout détaillé, le but, etc. Et vous attendez surtout ben, l'autorisation de commencer ces ateliers. Il faut que le comité d'éthique médicale se réunisse et donc vous autorise à débuter ces ateliers. Donc ça, c'était en octobre 2015 et j'attends toujours l'autorisation de débuter les ateliers. Donc, j'ai bien fait de prendre un peu d'avance puisqu'il y a plus de 45 000 personnes qui ont participé à ces séances et qui ont pu bénéficier de tout ça. Donc, voilà. Et puis ensuite, ça a continué puisque ils ont vu que je m'arrêtais pas, donc ils ont dit bon, il a peut-être un problème psychologique, donc il va falloir faire une expertise psychiatrique parce que c'est pas quand même normal de risquer sa carrière et puis de penser qu'on peut contacter les morts sous hypnose parce qu'ils parlent pas de défunts, ils parlent de morts. Ils vont direct au but et ils m'ont dit on est obligé, désolé, mais on est obligé de vous faire une expertise psychiatrique si vous voulez continuer à exercer la médecine. Vous pouvez la refuser. Alors là, ça, j'ai dit non, non, ça, je veux la faire parce que c'est encore pire, hein, refuser. Ça veut dire il sait qu'il est fou, donc il veut pas qu'on le sache. Oui. Non, non, j'ai dit je veux la faire, j'avais absolument rien à craindre. Et effectivement, j'ai eu cette expertise psychiatrique. J'ai été d'ailleurs étonné de la façon dont ça se passait parce que trois confrères psychiatres m'ont interrogé pendant toute une matinée, m'ont fait faire passer des tests, etc. Et puis ils m'ont posé des questions vraiment très étonnantes. Ils m'ont par exemple demandé si je me droguais à trois reprises. Ils m'ont répété. Bah, j'avais bien compris que si ça avait été le cas, c'était pas le moment de le dire, hein. Enfin, ça me semble Oui. évident. Donc, pour dire la tenue de ces expertises. Alors, il faut pas s'énerver surtout, parce que si vous vous énervez, vous sortez pas de la consultation, hein. Vous finissez comme le professeur Fourtillon, interné, et après, on a du mal à vous faire sortir. Donc, je me suis pas énervé. Et donc, j'ai demandé à la fin de l'examen à mes confrères si j'avais réussi l'examen. Ils m'ont dit, on ne peut pas vous le dire, il faut qu'on rende des conclusions au Conseil de l'ordre. Et comme ils réfléchissent pas très vite, ils ont mis un mois avant avant de donner une conclusion. Et c'est un rapport de plusieurs pages. Et à la fin, c'est surtout la dernière phrase qui compte, je suis normal et je peux Ah, exercer la médecine. Voilà, donc me voilà rassuré. Je peux exercer la médecine et je suis normal. Donc voilà. Et après, ah. donc ça a été encore pire. C'est allé crescendo. Vous connaissez l'histoire. Enfin, Oui, mais peut-être pas dans tout le tous les monde. cas, les patients n'étaient pas inquiets. Au contraire, ils avaient une très grande Ben, confiance en vous et vous avez oui, une ben carrière oui. d'anesthésiste réanimateur, je le sais par diverses voies derrière vous. Oui, Euh, oui, et puis j'étais très impliqué dans mon métier d'anesthésiste réanimateur, puisque j'ai été élu président de conférence médicale d'établissement. Ça veut dire que des chirurgiens, les spécialistes de l'établissement dans lequel je travaillais me prenaient pas pour un fou, puisqu'ils m'ont élu à 5 reprises. Ils m'ont reconduit chaque fois. Et donc, je suis aussi à l'origine du SAMU 09, puisque avec un autre collègue anesthésiste, on a vu que dans ce petit département de l'Ariège, il n'y avait rien pour l'urgence, et puis on recevait
recevait les patients, enfin les blessés plutôt, dans des états vraiment pas conditionnés du tout, et il y avait une perte de chance. Donc, on a décidé de monter ce SAMU. Donc, tout ça pour dire que j'étais vraiment bien ancré dans le monde médical. J'étais tout à fait bien intégré. Et j'ai jamais eu aucun problème. J'ai jamais eu un seul problème, ni au pénal, ni au civil, avec un seul de mes patients que j'ai endormi. Et c'est assez, je le dis sans forfanterie, c'est assez rare dans ma profession d'anesthésiste réanimateur. Et là, comme par hasard, alors là, du coup, j'ai eu tous les embêtements possibles. Donc, je suis devenu un mauvais contribuable. Mais ça, c'est normal parce que mon cabinet comptable avait fait des erreurs, une grosse erreur. Il avait assimilé mes revenus d'hypnose dans des activités médicales. Et du coup, ça devenait du blanchiment d'argent. En fait, c'était un grand mot. Mais donc j'ai été au pénal pour ça. Normalement, c'était un simple redressement fiscal. Et j'ai été mis en garde à vue pendant 2 jours, quand même, avec mon épouse, à 2 reprises. Et le brigadier me disant, mais docteur, je ne comprends pas pourquoi on vous en veut autant. C'est quand même fou ce qui vous arrive. Parce que moi, j'ai été missionné par l'État, je suis un fonctionnaire, et je suis sur vous depuis 3 mois. Vous avez été mis sur écoute téléphonique, vos déplacements ont été tracés, un drone est venu évaluer votre train de vie chez vous. Et moi, c'est vrai que j'avais dit à ma femme, c'est chez moi là, ici, cette vidéo est faite de chez moi. J'avais dit à ma femme, mais ce drone, on vient m'espionner, mais j'avais dit ça en rigolant. Eh bien, Bien. c'était vrai. C'était vrai. On est venu évaluer la valeur de ma maison, les véhicules qu'il y avait sur le parking, enfin, pour évaluer mon train de vie, pour voir si ça correspondait bien à mes revenus. Bon, ils n'ont pas trouvé de discordance par rapport à des revenus d'anesthésiste réanimateur. Mais ma carrière et ma maison, je l'ai construite avant que je débute ces ateliers d'hypnose, bien sûr. Voilà. Enfin, Enfin, la vie vous a récompensé parce qu'aujourd'hui, ouais, vos fauteuils rouges, on en parlera, deviennent célèbres. Et en plus, l'univers vous a proposé des événements extraordinaires. Par exemple, ouais. cette apparition mariale dans la Mhm. chambre funéraire de la De pyramide de Khéops. Khéops. C'est Ouais. quand même quelque chose d'absolument fabuleux. Ah oui, oui, non, mais j'en finis pas de remercier l'univers et d'être étonné moi-même des résultats. Enfin, on a l'impression que on est sur des chemins de vie, qu'il y a une espèce de GPS là qui vous dit par où il faut passer. Moi, on m'aurait dit ça en milieu de carrière d'anesthésiste réanimateur. Je dis, mais c'est pas moi, j'aurais jamais fait des trucs comme ça, il me semble. Eh bien, oui, voilà, j'ai été mis sur ce chemin. Et c'est comme la pelote de laine, on tire le bout et puis le reste vient, quoi. Moi, je me laisse guider par les événements, je me laisse guider par mes intuitions et cette fameuse conscience intuitive extraneuronale, on va dire. Voilà. J'ai bien la notion que toutes les informations que je reçois viennent pas de mes petits neurones et de l'intérieur de ma boîte crânienne, mais l'inspiration vient de l'extérieur et on peut capter un certain nombre d'informations. Et c'est d'ailleurs ça qui révolutionne un petit peu le concept de la conscience et aussi de l'hypnose, parce que mes ateliers d'hypnose révolutionnent aussi le concept traditionnel de l'hypnose, puisque jusqu'à présent, Freud, Jung, Erickson pensaient que l'hypnose était une réminiscence de souvenirs enfouis dans l'inconscient, que toutes les informations étaient stockées quelque part dans une des mémoires du cerveau, mais là, c'est pas le cas, puisqu'il y a un tas d'exemples qui montrent que les informations sont extra-neuronales, puisque ce sont des informations qui sont totalement ignorées ou qui ne pouvaient pas être devinés par ceux qui les reçoivent. Donc là, force est de constater que le paradigme sur le fonctionnement de la conscience, pensant que c'est le cerveau qui fabrique la conscience, s'effondre, puisque Ben oui. les informations ne sont pas dans le cerveau dans Ah, ces c'est un moments-là. peu comme croire que le chef d'orchestre serait dans le poste de radio. Exactement. Ouais, voilà, c'est exactement ça. C'est la métaphore traditionnelle pour l'extra-neuronal, hein. Je ne suis pas le Voilà. seul à le dire. Et oui, tout à fait, c'est une bonne métaphore. Penser que notre cerveau est un récepteur d'informations, comme un poste de radio ou de télé, et que lorsque ce poste de radio cafouille, comme c'est le cas dans les comas des Alzheimer, eh ben, l'émission, elle existe quelque part. C'est pour ça que, déjà, je le disais à mes infirmières dans mon service de réanimation, je disais, il faut parler aux comateux. Faites attention quand vous êtes à côté des comateux, ne racontez pas n'importe quoi, parce qu'on ne sait pas où est la conscience. Et Oui. c'est vrai, puisqu'il y a un certain nombre de comateux qui ont pu rapporter des conversations qui ont été données à proximité de leur corps physique au moment même où on pensait qu'ils étaient totalement inconscients. Donc Et, voilà.
Et c'est d'autant plus important d'agir avec cette conscience quand on connaît le pouvoir des mots. Exactement, oui. Et j'avais fait d'ailleurs des expériences qui m'avaient valu aussi une convocation au Conseil de l'Ordre avec Peut-être qu'ils vous médium. aimaient bien. Pardon? C'est peut-être qu'ils vous aimaient bien, ils voulaient vous voir. Ah, ils me connaissent, ils me connaissent. Ils m'ont invité plusieurs fois, hein, ils m'aiment bien, oui, oui. Ils aiment bien discuter avec moi, ils sont pas d'accord, mais ils aiment bien discuter. Donc là, j'avais, pour ne pas la nommer, c'est Christelle Dubois, qui est une médium qui est venue faire des expériences avec moi dans mon service de réanimation, où elle a pu connecter des informations qu'elle ne pouvait pas connaître, de comateux, des informations qu'elle ne pouvait pas connaître de personnes anesthésiées. Et ça, c'était intéressant parce qu'on a pu valider ensuite les informations. Par exemple, il y a une jeune femme qui s'est faite opérer et en même temps, la médium qui était dans le bloc opératoire parle. Bon, parce que j'étais avec, évidemment, il faut que je sois avec un chirurgien qui soit ouvert sur ce genre d'expérience. Bon, et elle parle, elle dit, mais cette dame, elle est très inquiète parce qu'elle a un fils et elle ne veut pas le laisser seul. Et le chirurgien, moi je ne savais même pas cette histoire, le chirurgien dit, il s'arrête d'opérer, il dit, mais madame, je ne sais pas d'où vous tirez cette information, mais c'est exact, parce que cette femme, elle a un fils qui est infirme, et elle a à trois reprises différé son intervention parce qu'elle ne voulait pas le laisser seul. Donc ça, c'était une information qu'elle ne pouvait pas connaître. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette dame, on l'a revue après avec la médium en salle de réveil, elle se souvenait de rien. Elle se souvenait pas avoir délivré des informations à la médium. Pour elle, l'anesthésie, c'était, comme la plupart du temps, c'était le trou noir, et elle s'est réveillée après son opération, en se demandant d'ailleurs si elle avait été opérée. Donc souvent, ça le fait ça. Quand est-ce que je passe? Ben non, c'est fait, vous êtes opéré. C'est Donc bon. oui, oui, pour une majorité des gens, c'est le trou noir, l'anesthésie générale. Et puis, il y a des gens qui ont aussi des expériences. Voilà, mais ces expériences, donc vous avez, au cours de votre carrière, vous avez eu plein de prémices, enfin d'indices, je veux dire, hein, de Oui, personnes oui, qui oui, racontaient des oui, choses qui vraiment étaient un peu hors oui. du commun, hein. Oui, 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 j'ai eu beaucoup de relations particulières avec des patients. Et d'ailleurs, je crois que vous avez aussi interrogé Sonia Barcala et, dans une autre Non, émission. non, Non? je n'en ai pas interrogé, non. Ah, J'ai interrogé Sylvie Détiolas, Sylvie Etiolas, oui. voilà, hein. Sylvie Etiolas. Mais Sonia Barcala avait organisé le premier colloque international sur les expériences de mort imminente à Martigues, c'était en 2006, c'était le 17 juin 2006 pour être plus exact, où elle avait fait venir tout un tas de spécialistes qui s'intéressaient à ce sujet, Raymond Moody, enfin Pin Van Omen, Sam Pargna, Mario Beauregard, enfin bon, on y était tous. On n'est Ouais. pas beaucoup de médecins et de scientifiques à s'intéresser à ça et on était tous interrogés. Et puis moi, enfin, on passait dans ce colloque et puis moi, on me dit à la fin, j'avais préparé un PowerPoint, enfin, tout était minuté parce que je disposais de 30 minutes et du coup, on me dit, comme je passais à la fin, puisque voilà, j'étais le moins connu de tous et je le suis peut-être encore. Et C'est pas sûr. là, et là, on me dit, il te reste 9 minutes. Ah ben mince alors, qu'est-ce que je vais raconter? Eh ben, j'ai raconté des expériences que j'ai eues avec des comateux en réanimation. J'ai raconté l'histoire d'un monsieur qui était en fin de vie et qui m'a, enfin je pense, qui m'a donné des informations par télépathie puisque j'ai voulu fouiller dans son portefeuille. Et là, il n'y avait aucune raison vraiment de fouiller dans le portefeuille. Et j'avais cette idée obsédante comme si on s'adressait à moi. Et en fait, effectivement, dans le portefeuille, il y avait une lettre très importante pour l'évolution des choses, disant que si un jour il était sous respirateur, puisqu'il était très malade, il avait envisagé cette possibilité, il ne voulait pas qu'on prolonge au-delà du raisonnable une vie devenue désespérée. Voilà, donc cette lettre a compté bien sûr pour les décisions à Bien prendre. sûr. Et voilà, et puis j'ai raconté aussi une autre anecdote d'une femme qui était donc dans mon service de réanimation et qui avait aussi un problème de respiration, puisque elle était sous respirateur, j'étais le garde la nuit,
Et l'infirmière me dit, docteur, venez, ça va pas du tout, on a un problème d'oxygénation et je vais voir, bien sûr, le respirateur et puis je vois des pressions qui étaient assez hautes. Donc, logiquement, soit c'est un bronchospasme, c'est-à-dire c'est les bronches qui se rétrécissent et empêchent l'air de passer, soit c'est un problème au niveau de la circulation de l'air. Le premier truc à faire, c'est d'essayer d'aspirer la sonde d'intubation. Et l'infirmière se vexe presque parce qu'elle me dit, mais je l'ai fait, j'ai vérifié, il n'y a rien du tout, c'est sûr, machin. Bon. Mais voilà, j'avais cette idée obsédante et j'ai fini par trouver un bouchon et c'était le bouchon qu'il y avait dans la sonde qui l'empêchait de respirer correctement. Et le lendemain, cette femme, puisque c'était une intoxication au barbiturique, donc c'est simple, il suffit de suppléer aux fonctions vitales le temps que ben, le produit s'en aille. Et le lendemain, cette femme était extubée, elle allait très bien, et je vais la voir, elle me reconnaît tout de suite, elle me dit, heureusement que vous m'avez écouté quand je vous ai dit de m'aspirer la sonde, qui m'empêchait de respirer. Alors comment elle a pu voir les choses? Elle avait du sparadrap sur les yeux, parce que quand on est dans le coma, eh ben, on a normalement les yeux, les paupières qui restent ouvertes, et dans ce cas-là, on a des lésions oculaires, donc il faut fermer les yeux. Elle avait les yeux fermés, elle ne pouvait pas me voir, elle ne pouvait pas me reconnaître. On ne lui avait pas raconté l'histoire non plus. Donc voilà, ce sont des choses comme ça que j'ai eues qui m'ont fait comprendre que la conscience pouvait se délocaliser, qu'on pouvait avoir l'impression qu'on n'était pas conscient, et alors que la conscience continuait à exister sur un autre plan. Et c'est pour ça que je dis aux infirmières, attention avec les comateux, attention aussi avec les Alzheimer, il faut leur parler comme s'ils étaient en état de comprendre ce qu'on leur disait, même si on a l'impression que ce n'est pas le cas. Et bien, quelque part, dans une autre dimension, l'esprit de la personne existe et perçoit les informations. C'est souvent qu'on entend des histoires comme ça, que Mm. les patients ont entendu les mots du chirurgien, et donc c'est pour ça, il faut quand même être, vous avez raison, Ah oui, être prudent, il faut être très bien prudent. sûr. Et votre livre, il est rempli d'histoires extraordinaires, donc c'est des Merci, oui. pouvoirs cachés, mais c'est des pouvoirs, en fin de compte, extraordinaires de, de Oui, l'invisible, hein. oui, oui. Alors, oui, il y a eu cette intuition fulgurante, donc, en fin de compte, le cerveau, c'est un réducteur de conscience, hein, quelque part. Voilà, voilà. On peut concevoir le cerveau comme un filtre réducteur d'informations et dès que ce cerveau baisse son activité, on a une expansion de conscience, on a l'ouverture à tout un tas de possibles qui ne sont pas possibles lorsque notre cerveau fonctionne normalement, comme s'il y avait une restriction de possibilités de la conscience et que dès que ce filtre réducteur eh ben, baisse son activité, comme dans l'hypnose, puisque voilà, l'activité électrique corticale cérébrale est à peu près à 21 Hz, là, au moment où on est tous les deux, si on nous fait un électroencéphalogramme, au moment où les gens nous écoutent, si on leur fait un électroencéphalogramme, ils vont être dans cette zone-là. Si par l'hypnose, on arrive à ralentir cette activité en dessous de 13-14 Hz, et bien à ce moment-là, on a une expansion de conscience et on a accès à des informations qui normalement ne sont pas accessibles. Et, Alors, voilà. et sans psychédélique. Et sans psychédélique en plus, c'est écologique. Eh oui, Sans médoc, voilà, sans ayahuasca, sans iboga, sans voilà, LSD, voilà, il y a voilà, cette c'est possibilité. pas négligeable. Ouais, 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 ben oui, c'est pour ça d'ailleurs que c'est autant Hmm. attaqué parce que voilà, il y a cette possibilité écologique et on sait que tous ceux qui ne consomment pas de médicaments ou qui consomment des médicaments qui ne sont pas très chers, eh ben voilà, C'est pas très intéressant c'est pas très intéressant pour pour certains. Big Pharma, pour certains, voilà. Voilà. Alors, cher Jean-Jacques, Ceci étant dit, oui. la TCH. Donc, parce qu'il y a un lexique dans votre livre, au Oui, départ. oui, pardon, parce qu'il y a beaucoup Alors, d'acronymes et on voilà, me le alors donc reproche, c'est la mais transcommunication hypnotique, hein. transcommunication hypnotique, voilà, ça bon, c'est né il y a plus de 10 ans maintenant, c'est passé à Montréal et Québec, puisque l'idée de départ, c'était de se dire, ben, j'avais constaté que les gens qui vivaient ces expériences de mort imminente, que je préfère appeler provisoire, on sait pourquoi, ben, étaient considérablement apaisés par rapport aux souffrances du deuil et aussi soulagés par rapport aux angoisses de leur propre finitude. Donc je me suis dit, c'est quand même dommage de devoir vivre un arrêt cardiaque pour en arriver à un tel apaisement devant la mort. Est-ce que si on arrivait à reconstituer cette expérience sous hypnose, on n'en arriverait pas aux mêmes avantages? Alors, vous Et avez voilà, trouvé c'était ça l'idée de une départ. solution plus confortable que celle proposée par ce cher Guy Trédaniel.
Oui, oui, parce que Guy Trédaniel, au début, effectivement, je venais de publier les trois clés pour affronter les pires épreuves de la vie, où je parlais de CAC et de CIE pour la première fois, de conscience analytique cérébrale et de conscience intuitive extraneuronale. Il y avait cette thèse de François Lallier que j'ai dirigée, où on parle de conscience analytique cérébrale et de conscience intuitive extraneuronale pour donner une solution rationnelle à l'explication de ces expériences de mort imminente. Et sa thèse a été bien récompensée puisque François Lallier a eu une mention très honorable avec un petit abstract en anglais pour une diffusion internationale. C'est-à-dire que la communauté médicale dans son intégralité ne refuse pas totalement cette hypothèse de CAC et de CIE pour expliquer l'expérience. Mais donc Guy Trédaniel me dit, à l'époque, hein, je ne pensais pas du tout faire tout ça. Il me dit, lors de notre entrevue, pour lancer le livre et pour me faire faire la tournée promotionnelle que je fais chaque fois au Canada, puisque là-bas, j'ai beaucoup d'amis aussi, et dans les médias, et c'est rare, hein, parce que en France, c'est plutôt, c'est pas du tout le cas. Mais là-bas, je suis bien reçu, je passe à la télévision, on fait des émissions sur la radio nationale, parce que nul n'est prophète en son pays, c'est bien connu. Et il me dit, c'est pas mal la CAC et la CIE. Vous devriez faire des ateliers sur ça, des workshops, parce que les Canadiens, c'est comme les Américains, quand on a un concept nouveau, ils aiment bien travailler dessus. Et moi, je lui avais dit, effectivement, je ne peux pas faire ça pour des raisons d'éthique. Je ne peux quand même pas provoquer des arrêts cardiaques Voilà, ou des anesthésies générales pour explorer la CIE. C'est pas faut possible. pas Donc j'ai m'amuser à dit, tu endormir sais, les gens. donc, j'ai dit, à l'époque, on se vous voyez encore, et j'ai dit, vous savez, c'est pas possible. Je pourrais pas faire ça, hein, désolé, mais. Et puis, dans l'avion qui me ramène chez moi, à Toulouse, puisque mon éditeur est à Paris, j'ai la solution. La personne qui est à mes côtés, sur ses genoux, il y a un magazine avec le titre d'un article qu'il a probablement dormi, j'en sais rien. L'hypnose, de point, la solution à tous vos problèmes avec un point d'interrogation. J'ai dit merci l'univers, merci la Ah oui, route. J'ai c'est une compris. magnifique synchronicité. Ouais. Et effectivement, j'ai un ami anesthésiste qui pratique l'anesthésie sous hypnose, donc je me suis formé à sa technique. C'est assez bon, voilà, c'est assez compliqué quand on connaît pas tous les systèmes de l'hypnose. Et j'ai lu pas mal de sujets là-dessus, et j'ai refait à ma sauce. J'ai refait à ma sauce l'hypnose pour pouvoir faire des transcommunications hypnotiques, c'est-à-dire stimuler non pas un voyage ou une activité physique comme on le demande lors de la consultation pré-anesthésique où on dit voilà quelle activité vous aimeriez pratiquer pendant la chirurgie. Et c'est vrai que c'est le patient qui choisit lui-même. Par exemple, quelqu'un qui aime faire du vélo, eh ben, pendant sa chirurgie, on va lui simuler une balade en vélo. Et puis, on va s'adapter en fonction des temps opératoires. Par exemple, quand ça devient un petit peu plus douloureux, on va lui dire, ah là, on monte une côte, voilà, ça fait un petit peu mal au ventre, mais bon, c'est pas grave parce que là, ça va passer, etc. Voilà, on s'adapte. Et là, donc, le voyage que j'ai proposé aux TCHistes, puisque je les appelle comme ça, eh bien, c'est précisément cette expérience de mort imminente avec la séquence événementielle qu'on connaît, la sortie de corps, le contact des défunts, la lumière d'amour inconditionnel. Et tout ça est fait, enfin, au début, c'était fait avec une petite musique. J'avais une petite boîte avec un peu de musique dessus relaxante. C'était maximum une dizaine de personnes. Et déjà, j'avais des résultats intéressants. Alors ensuite, Étienne Dupont, qui est très très bon en musique, c'est un musicien, et il a tout de suite pigé le truc, il a compris ce que je voulais, et puis il s'est documenté aussi sur toutes les astuces que l'on connaît avec le son et l'expansion de conscience, le son binaural, la cohérence cardiaque, le son en relief, etc. Et avec des casques individuels, on a pu faire ces ateliers. Lui, il a sa table de mixage et juste à côté de moi, il mixe en direct en fonction de ce que je dis, parce que je change en permanence mes protocoles. Bon, bien sûr, il y a une trame qui est toujours la même, mais je me laisse aussi guider par mon inspiration, et lui aussi, Étienne Dupont, se laisse guider par son inspiration. Alors, des fois, c'est lui qui a des initiatives et c'est moi qui suis, des fois, c'est l'inverse. Enfin, on se complète depuis toutes ces années, on se connaît parfaitement, et c'est pour ça que ça fonctionne si bien. Donc, ce sont des ateliers de 45 personnes où des gens sont confortablement installés dans des fauteuils relax avec un son
immersif. Et là, dans le casque, et là, juste avant, il y a à peu près 1 heure de présentation où j'explique bien aux gens ce qu'ils vont avoir durant l'expérience, parce que pour tirer profit de l'expérience, il faut bien être au courant de ce principe de CAC et de CIE. Et puis ensuite, on fait le débriefing. Donc, euh, la séance d'hypnose en elle-même dure 1 h 30 et à l'issue de cette séance, eh ben, les gens partagent, en faisant passer le micro, partagent ce qu'ils ont vécu et c'est ça notre récompense. Nous, c'est ça qui nous fait vibrer, c'est avoir tous ces témoignages en Voilà. direct de personnes qui sont là. Et à peu près à chaque fois des histoires extraordinaires. Ah oui, Voilà, je absolument. pense à celle de la dame avec sa fille à Rennes, par exemple, si vous Oui, l'avez en tête, qui découvre, elle était venue avec sa fille et sa fille découvre l'existence d'une sœur invisible, enfin oui, 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 d'une oui, oui. sœur dans l'invisible. Oui, ben, ça arrive souvent et notamment ça soulage les mamans parce que l'entité se présente et la maman qui a eu une fausse couche ou qui a eu oui, un avortement, eh ben, l'entité se présente pour dire qu'elle existe toujours de l'autre côté et déculpabiliser aussi les parents parce que la maman dit voilà, elle se sent responsable un petit peu et là c'est la même chose aussi avec Oui, les animaux qui ont été euthanasiés il y a aussi les animaux qui se présentent et qui disent merci à leur maître. Donc, si les maîtres avaient ça sur la conscience, eh ben, ça les libère aussi, ça leur fait du bien. Après, on croit ou ne croit pas à la réalité du monde invisible, mais en tant que médecin, on ne peut nier que ça fait du bien aux gens. Voilà, ça c'est sûr. Moi, j'ai bah, une intime conviction que l'au-delà existe, bien sûr. Mais mettons-nous à la place d'un médecin qui ne croit pas à tout ça. Il observe ça, il voit des gens qui sont soulagés, sans prendre de médoc. Donc, je veux dire, voilà, il y a des gens qui ont vu des scènes aussi de leur passé qui les a libérés. Je pense par exemple à, à cet homme qui a changé sa vie parce qu'il a vu une scène de son enfance. C'était un homme qui était en dépression chronique très grave depuis des années. Il avait fait une tentative de suicide et il prenait des anxiolytiques et des antidépresseurs depuis des années. Il ne savait pas pourquoi, personne ne comprenait sa dépression. Eh ben, il l'a comprise et lors de son hypnose et ça a permis de le libérer de sa maladie psychiatrique, puisque c'était bien une maladie psychiatrique, en une seule séance. Pourquoi? Parce qu'il a vu une scène où il était sur une balançoire, son papa le poussait, et il a vu dans cette scène tout l'amour que pouvait avoir un père pour son fils dans le regard de son père. Et du coup, il a repris contact avec son père. Il est plus fâché avec son père, et du coup, il a pu arrêter son traitement avec l'aide de son médecin traitant, parce qu'il faut faire un sevrage progressif. Là aussi, je dis aux gens, n'arrêtez pas vos médicaments d'autorité parce que il vous semble que vous êtes guéri. Parlez-en d'abord à votre médecin. Il y a des traitements qu'il faut suivre, on ne peut pas les arrêter de ce coup. Ben, lui, c'est ce qu'il a fait. Et avec l'aide de son médecin traitant, il a pu se sevrer de ses médicaments psychotropes et il est guéri de sa dépression. Et il a compris aussi que le début de sa dépression coïncidait avec la brouille qu'il avait eue avec son père. Il n'avait pas fait la corrélation. Et donc mais là, il a eu l'explication. En fait, il était déprimé à cause de ça. il y a beaucoup de témoignages, de toute façon, où la notion de pardon, on sent, est de première Ah, importance, hein, pardon dans les deux sens d'ailleurs. dans les deux Pardon, sens, à ouais, soi-même, des fois aussi. oui. Oui, hein, mais Pardon de ne pas avoir assisté à ton enterrement. Pardon, je t'ai fait ah, ça et je le regrette. Et le défunt aussi vient se faire pardonner. tout Il y à a fait. des témoignages que j'ai mis dans le livre qui sont vraiment émouvants. Hein, on croit deviner des relations incestueuses entre la fille et le père vient demander pardon, et la fille accorde le pardon. Donc, ça, vrai sûr que c'est libératoire C'est un par grand rapport. pouvoir de guérison. Ah ouais, mais bien sûr. Alors là, C'est- je viens d'employer le mot guérison. Il y a aussi quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'au fil de votre expérience, vous avez aperçu, vous avez constaté énormément de guérison, au sens Oui, large, hein. oui, bien que je n'explique pas le mécanisme. Oui, Pas plus que j'explique le mécanisme des barreurs de feu sur les brûlures chimiques oui. ou physiques ou l'efficacité des magnétiseurs sur les zonas. Mais quand on est médecin et qu'on voit les résultats, on est obligé de dire que ça fonctionne. Par exemple, en TCH, il y a une femme qui a ressenti une chaleur intense au niveau de son cou et qui a compris qu'elle était en train de guérir de sa thyroïde, de son problème thyroïdien. Elle va voir son médecin
Ça, c'est drôle aussi, raconté par son médecin. Elle lui dit, oui, j'ai fait une TCH avec le docteur Charbonnier, je suis guéri de mon problème. Alors déjà, il ne savait pas du tout qui j'étais, ce que c'était. Alors il lui a expliqué tout. Bon, lui, bien sûr, il a rigolé, tout ça, il pensait que tout ça, c'était... Mais elle a tellement insisté qu'il y a fait faire T3, T4, TSH, et il a vu qu'elle était effectivement guérie, qu'elle n'avait plus besoin de l'évothyrox. Donc ça, je veux dire, c'est du concret, voilà. Donc je me suis dit, si ça existe lors de ces séances de TSH, et il y a eu beaucoup comme ça de guérisons qui ont été validées par des tests biologiques ou par des... C'est pas du subjectif, quoi, je veux dire. Donc je me suis dit, si ça arrive, il faudrait faire des séances d'hypnose dédiées à ça et dédiées qu'à ça. Et puisque les énergies dépendent, elles viennent quelque part, des énergies des gens, et on a de la chance parce qu'en TCH, il y a souvent des gens qui sont porteurs d'énergie forte. Il y a des magnétiseurs, il y a des barreurs de feu, il y a des guérisseurs souvent qui sont intéressés par l'expérience et qui viennent faire ça. Donc, c'est pour ça qu'on a des séances où il y a davantage de soins énergétiques que d'autres. Donc, je me suis dit, puisque ces soins énergétiques dépendent des énergies et donc du nombre de personnes qui sont porteurs d'énergie, il faudrait faire ces séances d'hypnose dédiées aux soins énergétiques, non pas dans des salles de 45 personnes, mais dans des salles qui regroupent des centaines de personnes. Voilà. Et ça a été l'idée de ces ateliers, enfin de ces journées plutôt, puisque ça dure toute une journée. Ça commence à 9 heures et ça termine à 18 heures. Ces journées de programmation cellulaire hypnotique, j'appelle ça comme ça. Donc on fait une première séance d'hypnose le matin qui dure 1h30, où les gens sous hypnose vont retrouver les blessures de leur âme dans leur vie actuelle, c'est-à-dire comme le faisait Freud ou Jung, là, j'ai rien inventé, dans l'enfance, dans l'adolescence, dans la vie adulte, mais aussi les traumatismes vécus par l'âme incarnée dans le fœtus, parce que il y a déjà des traumatismes, et celles et ceux qui me suivent sur ma page Facebook liront ce témoignage émouvant de cette femme, j'ai publié ça il y a à peu près 3 semaines, qui s'est débarrassée de sa tristesse parce qu'elle a vu l'explication. Elle a eu l'explication au cours de sa PCH. Elle a vu une scène où, en étant fœtus, sa maman, elle étant donc dans le ventre de sa mère, recevait des coups de pied de son père, des coups de pied dans le ventre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a pu valider l'information, c'est-à-dire qu'elle est allée voir sa maman, elle lui a dit voilà ce que j'ai vécu en hypnose. Et elle lui dit tu sais ma fille, j'ai jamais voulu te dire ça, mais c'est exact, ton père, quand il a appris que j'étais enceinte de toi, il est devenu fou, il m'a donné des coups de pied dans le ventre parce qu'il voulait me faire avorter. Voilà. Vous voyez la Oui, violence oui, de oui, c'était la très, scène. très, très, très violent, oui. Ouais. Donc il y a ça, il y a aussi les traumatismes vécus dans les vies antérieures. Et là aussi, on peut retrouver des scènes traumatisantes qui vont expliquer des psychoses, des névroses. Brian Weiss fait ça depuis des années, la régression sous hypnose, des hypnotiseurs, les hypnothérapeutes savent ce que c'est. C'est-à-dire que si vous avez une angoisse, une phobie, un mal-être par rapport à une situation donnée et que vous en avez l'explication dans un traumatisme vécu dans une vie antérieure, en l'occurrence c'est souvent les circonstances de décès, eh ben, vous allez avoir une disparition de cette angoisse, de cette phobie, de ce mal-être par rapport à la situation donnée. On a eu beaucoup Oui. comme ça L- de guérison, L'explication, oui, l'explication et d'explication la et donc de guérison. guérison. Ouais. De guérison. Par exemple, puisqu'il faut donner chaque fois un petit exemple pour montrer les choses, il y a un homme qui se voit donc dans l'eau de mer et il est près d'un bâtiment en bois avec des canons qui tirent des boulets. Donc c'était bien antérieur. Et il y a un de ces boulets qui finit par le tuer. Voilà. Et du coup, en ayant vu cette scène, il est débarrassé de sa peur de nager dans la mer, parce qu'il ne savait pas pourquoi. Il nageait dans les lacs, dans les piscines, mais dans la mer, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas rentrer dans la mer. Eh ben, en raison de cette visualisation, il peut désormais nager dans la mer parce qu'il en a eu l'explication. Et puis, il y a aussi les traumatismes vécus par nos ancêtres, qui sont véhiculés comme de grosses valises encombrantes dans nos gènes en transgénérationnel. Et tout ça aussi peut être retrouvé sous hypnose. Donc, ça, c'est le matin. On retrouve tous ces traumatismes. On l'envoie dans l'amour inconditionnel de la lumière divine. Et on a ensuite une deuxième séance d'hypnose parce que c'est le pardon qui va pouvoir guérir tout ça, pardonner à soi-même et pardonner aux autres. Et après avoir vécu ça, c'est vrai que les gens sont
c'est chaud quand même. Voilà, Il mais enfin, faut, ils ont un regard différent sur la vie. ouais, ouais. Hein. Et Et c'est ça. donc l'après-midi, il faut faire une autre séance d'hypnose assez rapidement. On les laisse récupérer quelques heures. Il y a une petite présentation nouvelle et on fait une autre hypnose qui s'appelle la reprogrammation cellulaire hypnotique, où là, les gens vont recevoir de l'énergie en se servant des chakras comme je le fais lors de la TCH, mais aussi en se servant de la circulation des méridiens d'acupuncture, en suivant le sens des massages ayurvédiques. Et puis, on va pouvoir donner de l'énergie dans des zones anatomiques que l'on sait faibles, malades ou fragiles, s'appelle la reprogrammation cellulaire hypnotique et donc l'ensemble forme la programmation cellulaire hypnotique, déprogrammation le matin, reprogrammation l'après-midi. Donc oui, il y a beaucoup de succès à ces journées parce que les gens ont des expériences probantes, c'est tout. Et puis, cher Voilà. Jean-Jacques, dans votre remise en question permanente aussi, vous avez trouvé utile de rechercher l'énergie des lieux. Oui, l'énergie des lieux, ça c'est le troisième volet de l'hypnose que je pratique, puisque ça aussi, ça a été induit lors de ces séances de TCH, parce que lors de ces séances de TCH, j'ai constaté qu'il y avait des gens qui voyaient le passé des lieux dans lesquels nous étions. Donc il y a eu une expérience à Saint-Hippolyte, près de Strasbourg, où on était dans un hôtel où des gens, sans comprendre pourquoi, ben, voyaient apparaître des enfants qui étaient mutilés, qui étaient ensanglantés, qui criaient, etc. Et en fait, on s'est aperçu que nous étions sur un hôtel où avait eu lieu un bombardement allié qui avait pris ce lieu, cette cachette, comme un repère nazi. Et en fait, ce n'était pas un repère nazi. On avait voulu protéger, soustraire les enfants à la surveillance des nazis et on les avait cachés là. Et en fait, non, c'était pas un repère de nazis, c'était une cachette pour des enfants qu'on espérait sauver. Et on les a tués en faisant de cette façon. Et il y a eu aussi une autre scène qui a été visualisée à Nîmes. Nous étions dans un hôtel à Nîmes et là, beaucoup de participants voyaient apparaître des hommes qui étaient avec des robes de bure, avec des capuchons, et qui avaient des croix, et qui étaient mutilés, qui étaient décapités. C'était violent pour les gens qui vivaient ça, et ils nous racontaient ça. Bon. Et on s'est aperçu que dans ce lieu, il y avait eu le massacre des Capucins, un massacre des Capucins qui avait eu lieu précisément dans cet endroit où on faisait nos séances. Alors, évidemment, je me suis dit, dans les hôtels, c'est pas terrible, les énergies. Moi, j'aimerais bien aller dans des lieux magiques, et il y en a plein sur cette planète. Et j'avais envoyé cette intention dans l'univers, et en fait, l'univers m'a répondu. Je faisais une conférence, c'était au Grand Rex à Paris. À la fin de ma conférence, il y a eu un homme qui vient me voir et qui me dit, voilà, je m'appelle Eric Grange, je dirige une agence de voyage qui s'appelle Oasis, à vocation d'éveil spirituel, et je sens que nous avons des choses à faire ensemble. Et ça a Alors été un là, beau coup de pouce de l'univers, là. ah ben, il a été carrément mis sur ma route. Et Oui. lui, d'ailleurs, il ne sait pas pourquoi il est venu à ce colloque, il ne sait pas pourquoi il s'est adressé à moi de cette façon. Donc, ça a été organisé, clairement. Et donc, oui, je suis parti avec lui et je continue à partir avec lui, avec une nouvelle technique d'hypnose que j'appelle High Concept Hyper Immersion Géolocalisée hypnotique, où là, c'est pas du tout la même philosophie que la TCH, ou la PCH, on n'est pas coupé des lieux, puisque dans la TCH, on a un écouteur, et là, au contraire, on va se faire baigner par les énergies des lieux, par les sons, on va être en immersion sensorielle des lieux, investigués sous hypnose, et on va essayer de voir ce qui se passe, avoir des informations sur l'histoire des lieux. Donc on est parti effectivement d'abord en Grèce, où on est parti sur les traces du demi-dieu Asclépios, qui était un ancien confrère qui, à 3000 ans, faisait déjà des hypnoses guérisseuses dans Cérémonie, le oui. temple. Ah oui, des cérémonies. Et alors, en plus, il était médium. En fait, on ne parlait pas de médiumnité ni de voyance à l'époque, mais il faisait des oracles. Et il se trouve que ces oracles eh ben, étaient validés ensuite. Donc, du coup, il était assimilé à une sorte de demi-dieu. Et nous sommes partis donc, sur ces lieux en Grèce où il pratiquait ces hypnoses. Il y a des choses que je raconte dans le livre amusantes, avec notamment l'hypnose de ma femme sur la plage, qui a été Oui, assez surprenante. Enfin, bon, on va on pas va la, dévoiler on va la la laisser chose, mais découvrir au lecteur.
Et puis on est parti ensuite, on est parti dans d'autres lieux en Égypte, puisque j'avais aussi envie d'investiguer les énergies d'Égypte. Et je ne sais pas comment on fait Eric, parce que c'est un magicien. Moi, j'aurais jamais imaginé avoir des lieux aussi prestigieux que dans lesquels nous sommes allés pour les avoir privatisés, parce que bien sûr, il Ouais, ne peut pas d'avoir faire les ses hypnoses. autorisations, oui, c'est Ben fantastique. ouais. Alors, il paraît qu'il a des entrées au ministère des Armées et au ministère de la Culture. C'est comme ça qu'il arrive à avoir ces autorisations. Donc, on a pu privatiser le Sphinx, ça semble fou, on était entre les pattes du Sphinx. On a privatisé la pyramide de Khéops, rien que pour nous, la chambre mortuaire de Khéops, où il est arrivé ce que vous avez dit, cette apparition mariale qui a été photographiée. Il y a eu aussi, parce que juste avant, on était allé à Zeytoun et on a vu les mêmes formes blanches apparaître sur les photos de Zeytoun, est apparue Marie à des millions de personnes, elle est beaucoup plus important que Lourdes finalement, mais beaucoup moins célèbre. Et c'est encore le père Brune qui m'avait dit, si un jour tu vas en Égypte, n'oublie pas d'aller à Zeytoun. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Eric d'aller à Zeytoun. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'émotions dans le groupe lorsqu'on s'est trouvé dans cette petite chapelle, hein, qui est pas très... enfin, ça n'a rien à voir avec Lourdes, hein. C'est tout petit, hein. Et on a rempli d'ailleurs, à nous seuls, on a rempli l'église. Euh, donc c'est pour dire que c'était petit. Et on est parti aussi faire d'autres investigations en Égypte puisqu'on a pu privatiser un bateau. On a fait une croisière, cette fois-ci, le deuxième voyage en Égypte, où les gens étaient hypnotisés sur le deck du bateau en naviguant sur le Nil, et puis aussi en privatisant des lieux magiques comme le temple de Luxor, toute l'île de Philae, le temple d'Isis pour nous, où on a pu se connecter aux énergies féminines du féminin sacré dans le temple d'Isis, dans la partie sacrée du temple, où on a eu des expériences très fortes aussi, et puis aussi en France, puisque chez moi, là, ici, derrière, vous voyez, c'est très beau, c'est l'Ariège. Et il y a des endroits vraiment très, très, très connectés. Il y a Bugarache qui est pas loin, il y a Rennes-le-Château, il y a la grotte de Lombrive qui est la plus grande grotte d'Europe. On a pu la privatiser aussi pour faire l'expérience d'hypnose. Donc oui, et puis on est parti aussi faire des investigations encore plus sulfureuses sur des crop circles en Angleterre Oui. pour essayer de contacter les consciences intergalactiques. Et Et puis, que on oui, se- c'est une ouverture à un autre monde, mais aussi à oui. d'autres mondes, hein. À d'autres mondes, oui, Voilà, tout exactement. à fait, hein. Ben, parce que ça aussi, c'est arrivé en TCH, où des personnes disaient être en contact avec des mondes extraterrestres. Alors ça, moi, ça m'a surpris, parce que moi, je ne suis pas du tout dans ce milieu-là, je le découvre, hein. L'ufologie, je ne sais pas du tout ce que c'est, donc je m'intéresse à ça depuis très peu. Ça a commencé donc il y a 5 ans, où trois personnes avaient vu apparaître le même extraterrestre, et puis les conseils, on va dire, de ces formes extraterrestres sont toujours les mêmes. Ils nous avertissent par rapport à nos comportements humains en nous disant, attention, vous allez droit dans le mur, il est temps de changer vos comportements humains parce que vous détruisez non seulement votre propre planète, mais avec la force atomique, vous risquez de mettre en déséquilibre l'ensemble de l'univers. Voilà. Donc, on n'a pas de souci à se faire quand on les écoute en ce qui concerne des risques d'invasion extraterrestre, comme on le voit dans les films de science-fiction. Ils n'en ont pas du tout envie. Ils nous trouvent trop primitifs et infréquentables. Voilà, c'est un petit peu vexant, mais c'est vrai que vu de C'est pas l'extérieur, qu'il faut. on ne fait pas très malin, on va dire, hein. Oui, Parce que déjà, la majorité d'entre nous, bah, pense que nous sommes seuls dans l'univers. Déjà, ça c'est complètement fou, que les extraterrestres n'existent pas. Il y en a beaucoup qui croient ça, hein. Sans preuve, bien sûr. de toute Alors que, façon, Jean-Jacques, si oui, le Congrès américain refuse pour l'instant de déclassifier les documents sur les extraterrestres, c'est bien qu'il y en a. ouais, je pense aussi. Et puis, il suffit de réfléchir 5 minutes quand même. Les dernières mesures du télescope Hubble, c'est de dire qu'il y a au moins 2000 milliards de galaxies. Dans Exactement. notre seule galaxie, des milliards d'étoiles avec des planètes et notre système solaire étant tout petit. C'est un bout de fil blanc sur cette spirale galactique et assez jeune, 4 milliards 500 millions d'années par rapport à 18 milliards, euh, pardon, 13 milliards 800 millions d'années. Le Big Bang, eh ben, voilà, il suffit d'avoir une civilisation en avance sur nous d'1 milliard d'années, ou mettons, allez, soyons larges, 1 million d'années. Bon, nous, on Ce sait, qui est sûr, c'est hein, que ces expériences que vous pratiquez, les sujets, ils voyagent aussi bien dans le passé que dans le futur. pareil. Comme Pareil. si de l'autre côté, il n'y avait ni espace ni temps. Voilà. Disparition du Euh, temps, de l'espace.
Et c'est pour ça qu'on a accès aussi à des informations du futur et des informations du passé. Lors de l'arrêt cardiaque aussi, les perceptions rétrocognitives ou précognitives sont courantes. Les gens voient défiler leur vie en accéléré, comme s'ils ressentaient tout le bien et le mal qu'ils avaient fait aux autres, comme s'ils appartenaient à un grand tout. Comment c'est possible ça en aussi peu de temps? Il y a un livre écrit par Nicole Dron, Oui, rien qu'elle est titulée Le Montre, 45 secondes d'éternité, c'est la durée de son arrêt cardiaque. Et 300 pages de récit. Encore, elle dit, j'ai pas tout dit dans mon livre. Il m'est arrivé bien d'autres choses que j'ai pas dit dans mon livre. Donc oui, il y a cette dissociation temporelle totale, avec oui, des validations de choses quand même étonnantes sur le futur. Euh, Par exemple, je raconte souvent cet exemple parce que il est très démonstratif. Cette femme qui vient avec un homme en séance de TCH et elle nous explique au débriefing comment elle a rencontré cet homme. En fait, lors de sa première TCH, elle avait vu apparaître cet homme. Elle le connaissait pas, elle le connaissait, elle n'avait jamais rencontré. Elle est formelle et lui aussi, le monsieur qui était avec elle. Et elle nous dit que l'image de cet homme était tellement précise, elle était tellement sûre d'elle, il fallait qu'elle le soit quand même pour faire ce qu'elle a fait, que quand elle l'a rencontré 2 mois plus tard dans une boulangerie dans le monde réel, elle est allée l'aborder en lui disant, vous êtes l'homme de ma vie, je vous ai vu en hypnose. C'est chaud quand même, il faut le c'est faire. pas banal. Parce que... Et ça marchait puisqu'ils sont arrivés main dans la main, visiblement très amoureux, euh, dans cette séance d'hypnose. Donc là, ça remet en cause non seulement le fonctionnement de la conscience, mais le fonctionnement de l'hypnose, puisque l'image de cet homme n'existait pas dans le cerveau de cette Non, femme. Donc, ça c'était peut pas pas son être le inconscient. mental qui l'a créé. Ben, c'est pas le mental qui l'a créé, ni son inconscient. Elle l'avait jamais vu, Ah jamais non. rencontré. Donc, il y a tout un tas de faisceaux d'arguments qui montrent que vous avez raison. De l'autre côté, il n'y a ni temps ni espace, comme s'il y avait une foule d'informations accessibles. Et d'ailleurs, les gens le disent quand ils sont en expérience de mort imminente. Ils disent, quand j'étais de l'autre côté, j'avais l'omniscience. Tout s'expliquait. Je comprenais tout sur tout. Jean Morzel le disait, quand j'étais de l'autre côté, je comprenais tout sur tout. Maintenant, je suis revenu, je comprends plus rien, sauf que j'ai compris. Avec cette phrase incroyable, rien n'est grave et tout est juste. Alors ça, on a du mal avec ça parce que quand on est dans l'épreuve, on trouve que c'est juste Oui, l'inverse, bien hein. sûr, bien sûr. En fait, nous serions ici pour faire des expériences, et plus ces expériences seraient difficiles et compliquées, et plus nous progresserions au niveau de notre âme, et peut-être même que notre âme aurait elle-même choisi ces expériences pour progresser. Comme voie Donc c'est, d'apprentissage. ouais, c'est un discours totalement inaudible. Tout à l'heure, Totalement inaudible. vous avez évoqué Lourdes et Oui, vous faites une merveilleuse confidence, justement, enfin, dans le livre, euh, que oui, vous avez été guéri d'un problème à l'épaule, mais oui, avec une belle intention, justement, vous aviez demandé à ce que les autres soient guéris. oui, Hein, j'ai trouvé oui, ça magnifique. exactement. Ben oui, parce que à l'âge de 9 ans, j'ai eu une grave blessure au niveau de mon épaule. Et le chirurgien avait dit à mes parents que je resterais bloqué, puisque mon épaule était bloquée, hein. C'était une tête de hérisson, hein, quand on voyait à la radio. Et ça m'avait impressionné d'ailleurs, même enfant, je comprenais ça. À 9 ans, on comprend. Tu vois, elle m'a dit, tu vois, tous ces petits bouts là, ben, ça bloque ton épaule, c'est pour ça que tu peux pas la bouger. Donc j'avais mon épaule bloquée à 10 degrés. Et je ne pouvais pas donc fléchir, faire rotation externe, interne. J'étais limité. Et mes parents étaient très malheureux de ça. D'ailleurs, j'avais surpris une conversation de mes parents dans la cuisine et ma mère pleurait. Elle disait à mon père, tu te rends compte, il ne pourra pas conduire, et il ne pourra pas se marier, personne ne voudra de lui. Enfin, elle était... Et moi, je m'étais accommodé de cet handicap parce que, bon, je me débrouillais très bien de l'autre main. Et voilà, euh, c'était moyennement embêtant pour moi. Voilà. Oui. Et puis j'ai voulu aller à Lourdes, je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu aller à Lourdes. Et en fait, à Lourdes, j'ai été choqué de voir toute cette misère humaine, où dans le meilleur des cas, les gens étaient sur des fauteuils roulants, mais ils étaient aussi sur des lits médicalisés, ils étaient clopés, cassés de partout. Et moi, j'avais presque honte d'être là pour mon épaule, parce que mes parents m'avaient dit, bon, on va aller voir ce qui se passe pour ton épaule, peut-être qu'il y aura quelque chose qui se passe. Et ma grand-mère aussi était venue, parce qu'elle était très catholique, et elle a dit, oui, je vous accompagne. Et donc, c'était un long voyage.
Et à l'époque, hein, parce qu'il n'y avait pas les autoroutes et tout ça, et donc on est allé à Lourdes, on est allé sur ce rocher où est apparue Marie il y a plus de 150 ans à Bernadette-Soubirous, et on fait la queue et on fait une petite prière quand on est au rocher. C'est un rocher très impressionnant parce qu'il est, pour ceux qui sont allés à Lourdes le savent, il est lisse tellement il a été vénéré, caressé, embrassé. Et donc moi j'ai fait comme les autres, j'ai déposé un baiser sur la roche et j'ai prié Marie, mais j'ai pas prié pour mon épaule, ça me semblait tellement dérisoire par rapport à toute cette misère. J'ai demandé à Marie que toutes les gens qui étaient là guérissent. Voilà. Et là, j'ai senti comme un frisson. Mais c'était sincère, c'était dans le cœur. Vraiment, j'avais envie de Il a ça. fait la valeur. Voilà. Et donc, quand on est revenu chez moi, puisque c'était la nuit, long voyage, et mes parents travaillaient tous les deux le lendemain, ma grand-mère à côté de moi récitait des chapelets, et j'ai senti une main, comme si une main de géant prenait mon épaule. J'ai senti la chaleur. Et j'ai compris que j'étais guéri de mon épaule, alors que j'y pensais même pas. Et le lendemain, je bougeais mon épaule dans tous les sens. Alors, mes parents, fous de joie, bien sûr, ont téléphoné à ma grand-mère, vous imaginez, dans l'état dans lequel elle était. Et le plus étonné de tout, ça a été le chirurgien, parce que quand il a vu mon cliché, il a dit, mais je comprends rien du tout, parce que cette épaule, c'est une boule de billard maintenant, on dirait qu'il n'y a jamais eu de fracture là-dedans. Je ne sais pas comment c'est possible. Donc, il s'est passé quelque chose, du domaine de l'incompréhensible et de l'inexpliqué. Mais je pense qu'en médecine, on fait trop les malins en médecine. On a l'impression que parce qu'on est médecin, on comprend tout. Mais on est tellement ignorant qu'on ne sait pas comment les maladies arrivent, on ne sait pas comment quelquefois elles disparaissent sans qu'on puisse donner une explication valable, et on est tellement ignorant qu'on ne sait même pas comment notre propre cerveau fonctionne. Il faut le faire quand même. Donc on n'a pas de quoi faire les malins en médecine. Et ce qui est Et dommage, c'est que les guérisons inexpliquées sont balayées d'un revers de manche. C'est à ça qu'il faudrait s'intéresser. ben oui, parce que c'est un manque d'humilité. Comme on ne Oui. comprend pas les choses, on dit ça n'existe pas. Comme Mm. les espérances de mort imminente, on ne les explique pas par la théorie du cerveau sécréteur de conscience, donc on a tendance à les occulter, mais ça devient intenable maintenant. Parce qu'il y Ah a oui. deux possibilités. Soit on considère que l'expérience est réelle, et c'est l'option bien sûr que j'ai choisie, soit on considère que l'expérience n'existe pas, que c'est une hallucination due à un dérèglement du cerveau secondaire à un manque d'oxygène. Et il faut bien reconnaître que malheureusement, c'est la pensée dominante actuellement dans le monde médical. Mais là, bon sang, on a les faits qui nous montrent que l'expérience est réelle. Comment des personnes sont capables de décrire en situation les manœuvres de réanimation, des scènes qui se déroulent à distance et quelquefois même à très grande distance de leur corps physique au moment même où leur cerveau ne fonctionne plus, puisqu'il ne fonctionne plus au bout de 15 secondes d'arrêt cardiaque. Donc là, on n'a plus le choix. On est obligé de reconnaître que l'expérience est réelle. Et si on reconnaît que l'expérience est réelle, il faut accepter que ce n'est pas la conscience qui fabrique que ce n'est pas le cerveau qui fabrique la conscience. Voilà. Que la Je pense, conscience est beaucoup plus en expansion que ça. je pense qu'une nouvelle fois, on va voir que Schopenhauer avait raison quand il avait décrit le parcours d'une idée nouvelle. Elle Oui, est d'abord dangereuse, ridicule, puis évidente, hein. oui, oui, oui. Alors, j'ai envie de vous poser une question, Jean-Jacques. Quand est-ce que vous faites une école? Ben oui, alors, on m'a posé souvent cette question. C'est vrai que si j'étais dans le business, je ferais comme les Américains et je monterais les formations de TCH et je ferais payer les formations et puis je toucherais des royalties chaque fois que quelqu'un fait des TCH sur cette planète. Et je pourrais m'arrêter de travailler, il me suffirait d'encaisser les royalties, voilà. Mais c'est pas du tout mon truc. Et puis je pense que c'est pas ça du tout qui fonctionne parce que je pense qu'il y a aussi, en dehors du protocole, en dehors voilà, de ma façon de voir les choses, il y a le côté très personnel des Il y a choses. l'approche intuitive, bien sûr. Il y a l'approche intuitive que j'ai, il y a aussi un protocole particulier que j'ai voulu faire et je doute que des médecins le fassent. Alors, je pense en particulier au protocole d'égrégore de prière qu'on fait ensemble pour demander l'autorisation de cette incursion dans l'au-delà. Et aussi, on remercie après les guides de nous avoir accompagnés et d'avoir permis de faire toutes ces expériences. Je doute que les médecins soient d'accord avec ça. C'est tout à fait personnel.
La TCH, moi, ce que j'ai dit aux gens, je l'ai dit aux hypnothérapeutes, j'ai fait une vidéo dans ce sens. J'ai dit, si vous avez envie de faire la l'ATCH, si vous sentez que c'est votre énergie, mais allez-y. La marque est déposée, c'est vrai. Parce qu'au début, j'avais peur qu'on fasse n'importe quoi avec ça, mais maintenant, c'est terminé. On sait ce que c'est, donc j'ai plus trop à craindre que on se moque de cette technique. Donc, je dis aux hypnothérapeutes, si vous sentez le cœur à faire de la TCH, mais faites de la TCH. Je ne vais pas vous faire un procès parce que vous dites que vous faites de la TCH. Moi, je me sentirais dans la position d'un imposteur de faire des écoles de formation. C'est un petit peu comme, c'est du domaine artistique un petit peu, je pense, et c'est du domaine personnel. Voilà, c'est comme si un artiste, un créateur, un musicien, un chanteur, mettons Michel Polnareff, va faire des écoles pour chanter comme lui. Bon, il y a des gens qui vont se mettre une perruque blonde, qui vont avoir des lunettes blanches, qui vont chanter exactement comme lui, mais ça ne sera pas Michel Polnareff. Donc, Ouais, je dis aux hypnothérapeutes, faites votre propre sauce avec ce principe de CAC et de CIE et vous verrez que ça marche. bien. Mais ne faites pas en m'imitant à moi, faites votre propre protocole et vous verrez que ça marche. En fait, le socle de tout ça, le point commun de tout ça, c'est cette modélisation de CAC et de CIE. Voilà. Et à partir de là, ben, on peut faire plein de choses. On peut demander des contacts avec des mondes intergalactiques. On peut demander des informations sur les mémoires des lieux. On peut demander des soins de guérison. On peut demander des contacts avec ses ancêtres. Donc, il y a tout un tas, et peut-être sûrement d'autres choses. J'ai d'autres idées par rapport à ça. Bon, je ne le dis pas encore parce que ce n'est pas encore fait, mais j'ai d'autres idées nouvelles par rapport à d'autres champs d'investigation. Et moi, ce qui me plaît, c'est pas faire des formations, c'est faire des expériences. C'est expérimenter avec les gens des choses nouvelles qui leur font du bien. Voilà. En gros, c'est ça. Que ça serve aux gens, que ça leur fasse du bien. Voilà. Et s'il y a d'autres personnes, d'autres personnalités qui se sentent dans cette énergie-là d'hypnose spirituelle, mais on a tout à gagner. Il faut que vraiment le monde change. Au nom de quoi, je dirais, voilà, TCH c'est moi, il n'y a que moi qui sais les choses. Non, j'ai ouvert, je pense, un canal d'investigation, un champ thérapeutique, et les soignants, les médecins, parce qu'il y a aussi des médecins qui veulent se former à TCH. Alors, quand est-ce que vous faites vos formations? Mais j'ai dit, je ne fais pas de formation. Au début, c'est vrai que j'avais réfléchi, j'ai dit, ça serait bien de faire des formations. Mais non, euh, je me sentirais un petit peu dans la position d'un imposteur, parce que je ne suis pas sûr que ça fonctionne. La meilleure preuve, c'est que j'ai un ami au Canada qui s'appelle Jean-Charles Chabot, qui est un excellent hypnothérapeute. D'ailleurs, j'en profite pour dire que si vous avez des envies de pratiquer l'hypnose spirituelle, il fait ça sous forme de e-learning. Et c'est très bien ce qu'il fait. Tous les gens qui ont fait ça sont satisfaits. Donc lui, il a fait plein d'écoles d'hypnose. Il connaît tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été sur ma route. Il est venu investiguer la TCL parce qu'il est curieux de tout. Il a trouvé ça formidable. Et je lui ai dit, bah, écoutez, au Canada, vas-y, moi je te donne l'autorisation de faire les TCH sans demander le moindre euro de royalty ou quoi que ce soit. Vas-y, je te donne mon protocole, je te donne la musique, donc, il a tout acheté. Il a acheté le même matériel que le mien, qu'on faisait à l'époque. Maintenant, il s'est un petit peu plus, voilà, un petit peu plus sophistiqué. Mais c'était au moment où je lui ai donné le protocole, je lui ai donné euh, le scénario que je proposais aux gens, la musique exacte, la musique qui était pratiquée et qui est toujours pratiquée, mais qui s'est modifiée un petit peu en TCH. Donc, il a fait ça. C'était un beau Il a, cadeau. bah, c'était un beau cadeau, mais pour moi aussi, parce que moi, ce que j'ai envie, c'est que cette idée se Bien répande. sûr. Donc, je me suis Oui. dit, ça va marcher au Canada, ça va fonctionner, etc. Et il a fait quelques séances et puis il a vu que ça marchait pas. Parce que ça correspondait pas, enfin, je suppose, puisqu'il a arrêté, ça correspondait pas à son énergie, peut-être. Ouais. Donc, on a chacun en nous une énergie qui nous porte et qui va coller avec exactement ce que l'on a envie de faire. Donc, l'idée, c'est voilà, de se dire, l'hypnose spirituelle, c'est possible, mais il faut la faire en fonction de sa propre personnalité. Moi, quand je fais l'égrégore, par exemple, je fais un égrégore de prière à voix basse, parce que j'ai pas à partager, faire de prosélytisme, où je demande la protection de Marie, puisque c'est cette énergie qui me porte, l'énergie mariale. Je demande la protection du Padre Pio, puisque
Michel Riffard, qui est la doyenne des médiums, avait donné une prière du Padre Pio en me disant, c'est lui qui va te protéger parce que tu vas contacter l'au-delà. Et à l'époque où elle m'a donné cette prière, j'étais à 100 lieues de penser que j'allais faire ces séances d'hypnose. J'ai pris la prière, mais je me suis dit, elle se trompe, parce que pour moi, contacter l'au-delà, c'était les médiums, donc c'était pas faire ça. Je savais pas, et elle avait raison. Donc je demande aussi l'intercession de mes amis du monde invisible, le père François Brune, qui de temps en temps vient faire des incursions dans les séances, ou aussi Michel Riffard. Voilà, ça je fais à voix basse, et puis ensuite à voix haute, alors on fait un égrégore ensemble, où on va demander la protection des guides, d'intercéder en notre faveur pour être protégé, parce qu'on ne contacte pas l'au-delà de n'importe quelle façon. On demande de recevoir les informations qui nous seront utiles pour nous ou pour nos proches, avoir la possibilité d'envoyer nos messages à nos êtres chers qui sont dans l'autre monde et recevoir leurs messages pendant la séance ou plus tard sous forme de rêve, de signes ou de synchronicité, et peut-être aussi recevoir des soins énergétiques pour nous ou pour nos proches, ou des informations pour nos chemins de vie ou ceux de nos proches. Voilà, on se concentre sur ça et on demande aux entités de nous protéger et ensuite de se dégager, puisqu'après, il faut savoir couper aussi ces séances. Voilà, et après on remercie et on coupe la communication à la fin de la séance. Voilà comment ça se passe. Mais ça, c'est personnel, c'est mon énergie, c'est ce que je ressens moi. Il est possible qu'une autre personnalité va ressentir les choses de façon différente. Donc je ne peux pas protocoliser tout ça sur... C'est pas possible, c'est trop personnel. Il faut que chacun s'adapte en fonction de sa sensibilité, de sa personnalité, de ses croyances. Mais on voit que toutes les croyances se rejoignent lorsqu'il s'agit de parler de l'au-delà et du monde invisible. Toutes les religions du monde sont valables, à condition de les exercer avec son cœur, avec sa foi, et non pas en ayant l'idée qu'elle va être supérieure à celle des autres. Toutes les religions sont bonnes, toutes les philosophies du monde de l'au-delà sont valables. Après, il y a des histoires personnelles. Chacun va ressentir ça en fonction de son éducation et de sa personnalité. Oui, notre culture compte énormément, ça c'est indiscutable. Ah ben, c'est sûr. Hein, parce que l'univers a bien des moyens de nous envoyer des messages. Oui, mais on ne sait pas toujours les capter. Oui, Et puis, ils doivent s'énerver hein, de l'autre côté parce que il y a quelquefois, peut-être c'est le cas. vraiment flagrant. Et, bon, il ne faut pas voir des signes partout non plus, mais je me souviens de cette jeune femme qui vient se faire dédicacer son livre et elle me dit il faut le dédicacer au nom de Mickey. Et puis, euh, elle me dit, mais moi, j'ai jamais eu de signe de lui parce que lui, moi, je prie tous les jours, mais j'ai jamais un seul signe. Et puis, elle me dit, bon, je vais vous faire le chèque parce que, pour le livre, parce qu'à l'époque, j'avais pas de libraire qui venait avec moi. Et il y a une dame derrière elle qui lui elle dit, j'ai pas de stylo. Et elle lui tend un stylo. Et il y avait une tête de Mickey sur le stylo. Et là, je lui dis, ah ben là, vous l'avez, votre signe quand même. Ah, elle me dit, non, ça c'est une coïncidence, c'est pas possible. Voilà. Donc, il y a des gens qui verront, il y en a des gens qui verront des signes partout, et puis il y a ceux qui les Et verront on ne jamais. peut voir que ce qu'on est prêt à voir, ça le confirme bien. Voilà, Hein. exactement. Ouais. Voilà, mais donc, moi j'invite tous ceux qui nous écoutent vraiment à découvrir votre livre qui est absolument Merci. formidable. Enfin, un de vos livres, parce que vous en avez écrit 17, je crois. Hein. 22, oui. 22, ah ben, je suis en retard. Ah Hein. oui. Je vais Il mettre vous de en manque retard. 5. Il m'en manque 5, mais c'est magnifique. Et puis, je suppose que l'histoire des fauteuils rouges, ça va pas se terminer dans les salles de cinéma. Un jour, il va peut-être y avoir des stades. Hein. Ah ben moi je me laisse faire, hein, je me laisse guider Voilà. parce que on m'aurait dit que j'allais faire ça dans les cinémas quand j'ai débuté la TSH, non ça va. Et on m'aurait dit que j'aurais fait de la TSH au moment où je faisais l'anesthésie, non non hein, c'est pas possible. Alors maintenant je dis pas c'est impossible. Ouais. Voilà. J'écoute le GPS. Le GPS c'est de nos vies, il existe quelque part, c'est la conscience intuitive extraneuronale. On est guidé et Voilà. quand on sort du chemin eh ben, je peux vous dire que quelquefois, on a des coups de pied dans les fesses pour Voilà. nous remettre sur le bon chemin. Et moi, je me laisse faire parce que et j'étais toujours confiant, hein, vraiment. Mon épouse beaucoup moins, beaucoup plus anxieuse que moi par rapport à ce qui nous est arrivé, notamment quand on m'a interdit la médecine pendant un an, puis 3 ans. Je pourrais maintenant reprendre mon activité à l'ESI, j'ai pas du tout envie. Mais moi, j'étais confiant. J'ai dit à mon épouse, mais t'en fais pas. C'est mieux comme ça. Et effectivement, c'était mieux comme ça. Et d'ailleurs,
le matin, quand j'étais au bloc opératoire, il y a une partie, on est dans le vestiaire, on se change, on s'habille en chirurgien, on se met le calot, le masque et la tenue bleue pour rentrer dans le bloc. Et je priais Marie tous les matins. Je disais, Marie, je ne vais pas y tenir, ma santé va lâcher parce que j'étais en train de faire de l'anesthésie la journée, j'avais des gardes la nuit. Et le week-end, je partais en TCH et j'écrivais des livres, etc., des conférences. Je dis, mais à un moment donné, il va falloir faire quelque chose parce que moi, je ne vais pas pouvoir tenir. Et j'arrivais pas à choisir. J'arrivais pas à dire, ben, ta route, maintenant, c'est plus l'anesthésie-réanimation. Tu as fait ça pendant 35 ans, il te faut faire que ça. Mais de moi-même, je n'aurais pas fait. Donc, il a fallu que l'univers s'organise. Et je remercie tous ceux qui m'ont attaqué, tous ceux qui m'ont violemment attaqué pour que je sois dans ce chemin, parce qu'ils m'ont aidé finalement. Et quelquefois, on croit que nos ennemis sont terribles, alors que ce sont nos amis. Ce sont nos amis. Et peut-être que dans l'au-delà, comme dans cette histoire que j'ai proposée dans Les 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà, eh ben, l'âme ennemie deviendra l'âme amie. Peut-être que celle ou celui qu'on pense être notre ennemi est une âme amie qui vient nous faire expérimenter le pardon, par exemple. Moi, je pense à tout ça. Je pense que, et quand on a cette visualisation des choses, on n'est plus dans la colère, on n'est plus dans le ressentiment, on est dans l'acceptation et la joie. Et même quand on reçoit des coups, ben, on se dit, ben, c'est cool, on me faire progresser, voilà. Et me mettre sur le bon chemin. Il faut remercier, c'est essentiel, D'autant plus remercier quand la on vie. sait que la résistance crée la souffrance. Exactement. La haine, la jalousie, tous ces moteurs négatifs détruisent les gens. Ils s'auto-détruisent comme ça. Ils tombent malades à un moment donné. Et je l'ai remarqué, les gens qui m'ont violemment attaqué, ben, ils se font du mal à eux-mêmes, essentiellement, parce que moi, ça glisse comme sur les plumes d'un canard, hein, maintenant. Je sais que les protections sont là, que je suis sur une route qui m'a été désignée, que je suis un travailleur, euh, que je Et suis un ouvrier, un, et je un fais avec beaucoup artisan, de un joie, un artisan de artisan. prière. Oui, mais je fais avec beaucoup de joie tout ça, hein, Et oui, vraiment. Hein. et c'est Ouais. la plus belle énergie pour entrer en relation avec le flux de vie, la joie. Hein. Oui, c'est la joie, et c'est Ouais, surtout la joie que nous apportent les gens qui nous ouais, soutiennent, et par leur retour, par ce qu'ils vivent. C'est ça qui est le moteur de toute mon action. Parce que si les gens disaient, bon, j'ai rien eu, il se passe rien et tout ça, voilà. bon, j'arrêterai très vite, hein, j'irai au golf, hein, parce que Mais j'aime bien à le lire golf, les c'est témoignages, pas trop vous le temps. avez de belles récompenses. Hein. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et merci, Voilà, merci, voilà. merci à Hein. tous. Un grand merci, Jean-Jacques, et bravo. Hein. Merci, Christian. Merci Merci, beaucoup. merci. Merci à tous ceux qui vont nous écouter.